Bienvenue à vous. Je mène régulièrement des séances de conseil pour des porteurs de projets qui souhaitent donc créer leur jardin en permaculture. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter de façon très synthétique les résultats de 3 séances pour vous donner des inspirations et puis aussi des billes techniques pour vos projets. Premier jardin, c'est un jardin de ville avec deux parties. Finalement, une partie qui donne sur la rue et une partie au sud qui est une partie plus privée qui est entourée de murets. Le tout avec une terre en très mauvais état, puisque c'est une terre de remblai, une terre qui est issue de l'excavation nécessaire à la rénovation lourde du bâtiment là, qui a eu lieu récemment. Alors, quelle solution pour la partie au nord, qui donne sur la voirie publique? La première problématique ici, c'est comment créer une coupure visuelle, voire sonore, par rapport donc à la rue, entre rue et maison. La solution ici, donc, c'est des arbustes avec un feuillage persistant, mais il faut que ce soit des arbustes qui soient suffisamment robustes pour tenir dans un sol très pauvre et qui supportent une ombre permanente, puisqu'on a une ombre portée du bâtiment partout toute l'année sur ce jardin au nord. Alors, les trois espèces donc, qui correspondent bien à ces critères-là sont la coronie, le chef d'automne et le lilas de Californie, qui en plus ont des floraisons décalées et divers coloris, donc un aspect esthétique assez intéressant. On pourrait partir en dessous sur un mulch, disons, d'écorce de bois, voilà, pour contrôler l'enherbement de façon simple. Mais on pourrait également complexifier en mettant en place des espèces dites couvre-sol, qui vont, comme le nom l'indique, se répandre à même le sol. À gauche, un muret, donc on pourrait partir sur des plantes naissantes sur treilles, voilà, en jouant plus sur quelque chose dans des senteurs, des choses qui vont apporter des odeurs au quotidien, parce que là c'est un passage très régulier pour la famille. Et puis, dans la partie sud, donc, des fruits rouges acidophiles, donc des fruits rouges qui apprécient un substrat acide. Donc c'est une des rares situations où on va pouvoir valoriser un paillage à base d'aiguilles de résineux, par exemple. Voilà. L'idée étant ici qu'on est sur un endroit qui est très fréquenté, encore une fois, donc on va pouvoir récolter au jour le jour la production de ces fruits rouges, et qui sinon, en règle générale, sont souvent mangés par les oiseaux. Alors, notre petite sélection d'espèces, on parlait de couvre-sol, sur des plants couvre-sol schiaphylles, donc des couvre-sols qui apprécient une ombre permanente. Ils sont issus dans leur biotope naturel, c'est le sous-bois. Donc fraisiers des Indes, alchimie, bergénia, épimedium, consoude et euchère sont très adaptés. Fruits rouges acidophiles appréciant une ombre permanente, eh bien, on a le myrtillier, les raies rouges et la canneberge. Et puis plantes grandes schiaphiles, donc des plantes grandes qui apprécient donc une ombre permanente, et qui peuvent apporter cet aspect parfum à la belle saison, hein, du moins, le jasmin d'hiver, la clématite, le chèvrefeuille, l'hortensien crapant et le houblon vert. Alors, j'ai parlé de la treille, et globalement, si vous avez des aménagements que vous prenez dans le commerce qui sont en bois, mes petites recommandations, c'est utiliser ceux avec le label FSC. Donc, il existe 3 labels sur l'approvisionnement en bois, le label FSC, le label OLB et le label PEFC. À mon point de vue, quand vous lisez le cahier des charges, c'est clairement le label FSC qui pose les critères écologiques les plus poussés. Alors, après, se pose la question du type de bois qu'on utilise, de quelles essences il s'agit. Si on est sur une essence locale qui est de classe 4, donc comme le châtaignier et le robinier, c'est un arbre qui normalement, théoriquement du moins, ne nécessite pas de traitement pour bien résister aux intempéries en extérieur. Si c'est un arbre de classe 3, comme du saule par exemple, eh bien, un traitement par autoclave est nécessaire pour que vous ayez une pérennité sur le long terme du produit. Alors, autoclave, c'est-à-dire on va apporter sous haute pression un produit de conservation qui va imprégner le bois. À ma connaissance, le label sur le traitement autoclave qui assure le meilleur degré écologique, c'est le label CTB+. Alors, donc revenons sur notre design. Là, c'est la partie au sud, la partie la plus importante. Au plus proche de la maison, stock de graines et de semis. Voilà. Un espace qui a besoin, pour les semis, d'une présence très forte pendant la bonne saison. Et puis, bon, un endroit où les semis bénéficient sous l'enserre de la masse thermique du bâtiment. Plusieurs espaces. On part des structures d'ensemble pour aller au détail, dans un design permaculturel. Donc déjà, on délimite nos grands espaces, c'est-à-dire espace de loisirs détente là, espace nourricier ici, et partie poulailler qui est déjà implantée ici. Effectivement, c'est plutôt une distance assez raisonnable au quotidien par rapport à la maison, ni trop loin, ni trop près.
Gazon semé qui avait complètement cramé, donc se pose la question de quelles sont les espèces à ressemer qui sont véritablement bien adaptées sur un terrain sec. Ça, on va voir sur la slide suivante. Euh, vous avez donc les circulations. Il faut toujours se poser la question avant de penser support de culture, avant de planter espèces, quels sont nos déplacements principaux quotidiens, sachant que chaque mètre compte. Donc on fait des lignes droites, hein, on ne s'amuse pas à faire des choses très compliquées. Euh, donc sur la partie nourricière, on a une partie qui bénéficie de la masse du bâtiment ici, plus d'un muret, donc beaucoup de masse thermique, très exposée au soleil. Donc, plante aromatique méditerranéenne, ça paraît logique, d'autant plus que on n'est pas dans nos cheminements principaux et ça ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Une partie jardin-forêt structurée sous forme disons de haies fruitières avec plusieurs niveaux. Arbres fruitiers, petits fruits, plantes aromatiques, couvre-sol. Et une partie potagère avec des espèces annuelles classiques. Alors, voilà nos espèces. Gazon pour terrain sec. Voilà, ça, c'est les 4 espèces qui sont bien adaptées pour des situations bien ensoleillées. On trouve dans le commerce des mix tout faits. Maintenant, sur nos arbres fruitiers, donc sur un très petits espaces, donc on va nécessairement aller sur un porte-greffe nanifiant qui va beaucoup limiter le développement végétatif du végétal. Exemple, notre prunier graine Claude, mais il vaut mieux le greffer sur un prunier mirobolant GF31. Bon, là-dessus, normalement, un bon pépiniériste doit pouvoir vous conseiller. Et puis, plantes grimpantes héliophiles, alors parce que donc sur la partie périphérique, eh bien, on peut mettre des treilles. Alors, les murs est et les murs ouest sont bien exposés au soleil, donc là aussi on peut jouer sur des plantes grimpantes. Alors encore faut-il que ce soit des plantes grimpantes qui soient héliophiles, qui apprécient un ensoleillement fort. Et là-dessus, donc on pourrait partir sur la bignoniavril, le bondoré, la passiflore, ou encore la mûre. Si vous reprenez le design, vous avez vu, il y a un mûrier, ou plusieurs murs muets si vous voulez, au niveau de l'enclos des poules. Pourquoi? C'est parce que une fois que l'arbre est mature, eh bien, il crée au niveau de son feuillage un fourrage. Les feuilles sont comestibles pour les volailles et ça a une excellente digestibilité. Il y a de plus en plus de recherches agronomiques sur le sujet et les résultats sont effectivement très intéressants. Voilà, ça peut véritablement contribuer à la nourriture des volailles sur le long terme. Sachant que vous avez 2 espèces, mûrier blanc, mûrier noir. Mûrier blanc, c'est bien adapté sur des endroits très ensoleillés, on le voit beaucoup dans le sud de la France. Mûrier noir, c'est plus adapté sur des endroits plus humides et plus froids. Et on voit plus sur la façade atlantique. Donc, en l'occurrence, sur l'Atlantique, ça serait ce qui serait l'essence le plus adapté. On pourrait lui donner un port libre, ou encore le conduire peut-être en tétard, en trogne, hein, si on voulait avoir quelque chose d'un peu plus intensif en termes de production. Ça, c'est à voir. Dans le poulailler, attention, je conseille quand même fortement de mettre de l'écorce de bois sur au moins 10 cm au lieu de laisser le sol à nu, qui derrière ça devient de la gadoue, problème sanitaire, c'est inesthétique, c'est l'horreur. Mieux vaut mettre donc nos écorces de bois. En plus, là-dedans, il y a de la vie, il y a des insectes, il y a des vers de terre, vous avez vos poules qui vont gratter là-dedans pour chercher leur nourriture, ça les occupe. Bref, c'est plus intéressant à tout point de vue. Vous pouvez aussi les mettre dans les passages, les allées, les passe-pieds. Au niveau du potager. Là aussi, ça permet de bien contrôler l'enherbement et aussi d'éviter les glissades, la gadoue, bref, en plus il y a l'aspect esthétique. Voilà, c'est aussi intéressant pour ça. Allez, on passe au jardin numéro 2. Un cas de figure assez différent, puisqu'on est ici sur un jardin beaucoup plus important, de l'ordre de 2000 m², à la campagne, avec une forme aussi très différente, puisque très allongée du nord au sud. Voilà, le terrain est à peu près vierge aujourd'hui. Voilà, le croquis général de ce qui a été imaginé. Donc on va détailler tout ça, mais vous remarquez, la colonne vertébrale de notre aménagement, c'est notre chemin. Encore une fois, d'abord se poser la question des circulations au quotidien. Donc là, en l'occurrence, qui vont de l'entrée de la maison jusqu'au composteur à toilette sèche qui est déjà positionné, c'est un parti pris des propriétaires, au fond du terrain. Alors, partie au nord. D'abord une partie pelouse qui est bien adaptée pour espace de jeu pour les enfants, espace de détente, voilà, espace convivial. Bon. Un peu plus loin, ce qu'on appellerait la zone 2 dans le design en permaculture, donc on y voit plusieurs fois par semaine, c'est notre potager. Alors, plutôt que de faire quelque chose qui suivrait strictement, qui serait en parallèle de notre chemin principal, on est plutôt repéré la courbe de niveau qui se trouve dans ce sens-là. Et on a fait le reste de nos planches maraîchères
en parallèle de cette courbe de niveau. L'idée, c'est de ralentir les écoulements de l'eau, de favoriser l'infiltration de l'eau en profondeur, de limiter le lessivage des nutriments. Bon, voilà, tout ça est intéressant. Et puis, il y a avant tout un aspect esthétique que je trouve plus intéressant que faire quelque chose de très carré. Notre poulailler, je trouve plutôt malin de le positionner ici, puisque pas trop proche de la maison, parce que bon, problème de caquettement au quotidien, ça peut être un peu lourd, mais pas trop loin non plus. Moi, je ne vous conseillerais pas de mettre un poulailler à plus de 30 mètres d'une maison, parce qu'au quotidien, ça devient très, très long. Il faut bien se dire qu'au quotidien, chaque mètre compte. Hein. Donc, comme on y va une fois par jour, voilà, il faut bien mesurer la distance. Et puis en plus, on a des synergies potentielles intéressantes avec le poulailler potager. On peut amener donc la litière du poulailler qui est remplie de fientes de poule, donc intéressante d'un point de vue nutritionnel. Ça peut être amené en compostage de surface directement sur nos planches potagères. Entre nos saisons de culture ou à la morte saison, si on ne cultive pas en hiver, on peut amener nos poules avec un enclos mobile dans notre poulailler pour gratter le sol, pour aller chercher les vers, pour aller chercher globalement les ravageurs. Voilà. Donc il y a des synergies intéressantes potentiellement. On a ici un terrain qui est très exposé avec des vents océaniques qui viennent de l'ouest, donc il faut penser une haie bocagère sur un rang au moins. Pour le choix des essences, je vais vous mettre en lien sous la vidéo d'un confrère de la chaîne Permafuture là, qui vous décrit 21 espèces qui sont datées pour les haies bocagères. Vous aurez de l'information là comme ça. Là, au cas de figure, on est en limite de propriété avec un voisin. Donc, contrairement ici, où il n'y a pas de voisin immédiat, eh bien on peut aller sur une haie fruitière, ce qui peut être d'ailleurs l'occasion d'échanges de production, de boutures, qui sait, avec le voisin. Donc, aussi cette idée de comment est-ce que je crée du lien social avec mon aménagement. Une aire de jeu bon, qui est déjà un peu mise en place. Et puis alors si on va plus sur la partie sud, donc on a une partie, ah oui, petite précision, c'est dans votre potager, qu'on voit ici, vous pouvez mettre donc le pêcher de vigne, ça c'est une espèce sans risque, puisque avec un développement végétatif très faible, qui se taille beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé pour une bonne fructification, donc il n'y a vraiment aucun problème de concurrence avec les cultures potagères, à quelque point de vue que ce soit, ni au niveau des racines, ni au niveau de l'ensoleillement. Hein. Donc voilà, si vous êtes un peu... Vous voulez être prudent sur l'implantation d'arbres fruitiers dans un potager, commencez par le pêcher de vigne. Donc si on va sur la partie sud, une partie verger qui suit notre courbe de niveau, toujours pareil, avec des structures de haies fruitières, et une haie bocagère 3 rangs. Alors là, on met le paquet, pourquoi? Parce que ici, on a une exploitation viticole en conventionnel, donc traitement maximum, et vous avez des produits phytosanitaires qui arrivent par aérosol et aussi par ruissellement dans la parcelle. Donc comment stopper tout ça? On est parti donc sur de la haie bocagère. Alors, précisons un peu l'idée. Il y a un aspect brise-vent, brise aérosol aussi en l'occurrence. On ne veut pas faire du béton végétal type tuya qui crée des turbulences, mais on ne veut pas non plus faire quelque chose que des arbres de haut jet, qui n'aurait pas un effet important en termes de brise-vent. Ce qu'on veut d'ailleurs, c'est pas tellement briser le vent, c'est beaucoup plus le ralentir. Et pour ça, on peut jouer sur plusieurs strates végétales. Sachant qu'on distingue classiquement bourrage bas, bourrage haut et arbre de haut jet. Un bourrage bas, c'est disons jusqu'à 2 mètres. Un bourrage haut, c'est en 2 et 5 mètres. Et arbre de haut jet, c'est qui ont une ramure au-delà de 5 mètres de hauteur. Donc ça, c'est une petite projection, une petite image d'illustration sur comment ça peut donner visuellement. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, la référence pour moi, c'est clairement Planter des haies du livre de Dominique Suttner. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est extrêmement complet. Alors, je vous ai dit ça, mais ici, on a une double problématique, c'est-à-dire que à la fois une exposition au vent avec des vents du sud-est en hiver très forts, et en plus des produits phytosanitaires. Donc, le problème, c'est qu'on a une situation, on peut avoir une impasse, où si on faisait notre jolie haie bocagère diversifiée, eh bien, celle-ci est cramée par les pesticides, quoi, clairement. Donc, comment faire et bien là, on pourrait partir sur des solutions qu'a priori on ne conseillerait pas sur des jardins permaculturels, mais en permaculture, tout est une histoire de contexte. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être en termes de solutions temporaires, hein, s'entend. On pourrait partir sur espèces très résistantes, donc notre tuya, c'est là qu'on retourne notre tuya, quitte à mettre derrière notre haie bocagère le temps que celle-ci se développe, se fortifie pour par la suite enlever le tuya. Sachant qu'enlever un tuya, c'est quand même
du job. Ou autre solution un peu plus coûteuse mais beaucoup plus pratique, c'est faire une barrière brise-vent artificielle. On voit beaucoup dans le secteur agricole, c'est ce qu'on voit à droite. Donc ce n'est pas opaque, c'est semi-transparent et donc ça limite la vitesse du vent. L'avantage de ça, c'est que ça se met en place et ça se désinstalle relativement facilement sur une hauteur importante. Donc ça peut être une solution intéressante temporairement. Je mets d'abord ma barrière brise-vent et ensuite j'implante ma haie bocagère diversifiée. Quand celle-ci s'est bien étoffée, je peux enlever ma barrière artificielle. Voilà. Et quitte à la revendre, la louer, peu importe. Voilà. Donc si on revient sur notre aménagement, notre haie bocagère, et puis l'idée ici c'est d'apporter une zone pour de la biodiversité sous forme de forêt bocagère. Ici on est fortement inspiré des mini big forests, donc ça c'est un petit exemple. On part sur un terrain, a priori sur de la friche, et on va implanter des essences bocagères locales avec une densité très importante, de l'ordre d'environ 3 arbres par mètre carré. L'idée c'est de recréer comme ça un écosystème forestier sur une période de temps extrêmement réduite. Ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus en France. En termes d'approvisionnement, on peut partir sur de la pépinière, mais aussi, pourquoi pas, c'est beaucoup plus économique, sur du bouturage dans des haies ou des boisements déjà existants. Autre cas de figure, jardin numéro 3, un contexte périurbain, un jardin beaucoup plus petit, beaucoup plus ramassé, avec à l'aspect aussi nourricier, espace de loisirs et test de culture. Donc, ici, grosse inspiration sur les vergers maraîchers. Je vous mets en lien sous la vidéo le reportage sur un des vergers maraîchers, vous voyez un peu le concept. Nos arbres fruitiers, puis en même temps, donc des cultures maraîchères. Alors, tout ça doit être agencé de façon assez optimale pour que ça ne se fasse pas concurrence. Voilà l'aménagement qui a été réfléchi. Donc on a réfléchi d'abord, comme d'habitude, en termes de déplacement au quotidien. Notre composteur, vous avez votre cuisine là, l'espace de vie ici. On veut que ce soit proche de la cuisine, mais pas visible depuis l'espace de vie. Donc mieux de positionner ici. Et mettre à côté nos plantes aromatiques qui aussi sont récoltées au quotidien. Voilà, c'est un exemple de positionnement finalement assez logique. Nous avons des courbes de niveau dans ce sens-là, donc on pense à notre aménagement comme ceci. Alors, plutôt que faire des planches maraîchères, ici, dans un espace très contraint, on est plutôt allé sur des passe-pieds, comme ça, des micros comme ça en impasse, donc avec pas plus d'1,20 m entre chaque passe-pied. Parce qu'au-delà, ça va être un peu compliqué de pouvoir travailler ces supports de culture sans marcher dessus, sans les recompacter. On retrouve un poulailler ici, avec l'idée toujours d'implanter des arbres fourragers pour apporter une autonomisation en nourriture à long terme. Une attention donc sur la serre bien protégée des vents du sud-est, et qui accroche à un abri déjà existant, et on peut après jouer sur une récupération des eaux pluviales via des cuves. Alors petite réflexion à ce niveau-là, c'est vrai que les cuves aériennes, dites cuves IBC comme on a ici, sont très adaptées quand vous faites le rapport entre la quantité récoltée et le prix, et puis la facilité de mise en œuvre aussi. Après, quelques petites attentions à mon sens, c'est prendre un plastique de qualité alimentaire pour qu'on ait le minimum de risque de toxicité, avoir une palette métallique autoportante comme ici pour avoir une bonne stabilité de la cuve, mieux avoir un robinet de puisage en bas pour pouvoir vidanger la cuve ou récupérer de l'eau en bas. Si vous voulez mettre en place un système d'irrigation, compliqué de mettre une pompe immergée dans la cuve. La solution d'habitude c'est la pompe de surface qui est mise dessus ou à côté, avec son tuyau qui va donc permettre d'aller récolter de l'eau au fond. Et puis après notre système peut être du tuyau goutte à goutte ou du tuyau microporeux pour l'irrigation. Ma préférence va vers le goutte à goutte parce que plus simple pour l'entretien, ça se maintient à prix équivalent, ça se maintient plus longtemps que le microporeux, qui a plus tendance à être saturé par les sels minéraux présents dans l'eau. Voilà, c'était un petit aperçu de résultats de séance de conseil que je réalise.
Pour ma part, je mène des formations sur plusieurs thématiques, des séances et puis des livres. Bon, tout ça est précisé sur le site atelierfertile.com. Donc si vous avez des questions sur les cas de figure qu'on a vus, vous avez besoin de précision technique, voilà, ou vous voulez avoir des exemples de produits existants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre dès que possible. À bientôt.